Bonjour à tout le monde. Les, les invités sont en train de rentrer dans le site Zoom un par un et j'ai avec moi les intervenants de ce webinaire. Encore bonsoir à tout le monde. J'espère que vous pouvez m'entendre. Je me présente. Mon nom c'est Alice Aureli. Je suis un hydrogéologue, euh, et après une trentaine d'années à l'UNESCO, j'ai été responsable de toute la programmation du programme intergouvernemental le PHI de l'UNESCO pour les eaux souterraines et la coopération à l'eau. C'est un plaisir pour moi être avec vous tous et vous toutes ce soir et faire un peu de organisation, modération de ce webinaire sous l'invitation, et je les remercie énormément, de l'Académie de l'eau. Avec moi ce soir, il y aura aussi Aude Zingraf Hamed, de, assistant professeur de l'école de l'eau et de l'environnement de l'Université de Strasbourg, et Monsieur Hamid Amin, diplômé en droit maritime, directeur IGRIN à Ispahan. Et last but not least, on attend avec nous aussi pour les conclusions Madame Monica Cardillo, professeure agrégée de faculté de droit, la faculté de droit et de sciences politiques de Nantes, qui est aussi le secrétaire général de l'Académie de l'eau. Alors, cette heure qu'on va partager ensemble, on va chercher de voir un peu celles qui sont les liaisons entre la gestion de ressources en eau, le changement climatique et les zones humides. Et pour faire cela, on a une bonne heure de partage d'informations et de données et d'idées. Et je commencerai immédiatement avec une introduction de ma part, euh, pas trop technique, pas trop scientifique, assez générale, juste pour commencer à rentrer dans le sujet, assez simple de divulgation, disons, scientifique. Voilà, je demande si vous pouvez voir, si vous pouvez voir ma présentation aux collègues. Non, On ne peut pas la voir? Non, pas non. encore. Non, pas Pas. encore. OK. Alors, je vais chercher de la partager d'abord. Alors, ça devrait marcher. Marcher. Voilà. Voilà. Là, ça devrait pouvoir marcher. Voilà. Parfait. Et maintenant, ça va? Oui. Oui, Ah, parfait. D'accord. Alors, oui, comme je disais, la relation entre ressources en eau, changement climatique et zones humides. Ben, voilà. Qu'est-ce que c'est bien une zone humide? La définition générale de la Convention sur les zones humides de Ramsar nous dit qu'elles sont des zones de transition entre terre et eau. Comme leur nom l'indique, les zones humides sont caractérisées par la présence d'eau, qu'elle soit en surface ou dans le sol, de façon permanente ou temporaire. Voilà. La Convention de Ramsar adopte une optique très large pour définir les zones humides placées dans la Convention, et ils incluent des étendues de marais, de tourbières, de prairies inondées, forêts alluviales, mangroves, fagnes, eau naturelle ou artificielle.
permanentes ou temporaires, et y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas 6 mètres. Ils existent évidemment dans le monde de différentes zones humides et tous, voilà, c'est ça qui est important, tous et chacun abritent d'innombrables espèces de plantes et d'animaux et une biodiversité importante. On reconnaît en général 5 types principaux de zones humides: marines, estuariennes, lacustres, riveraines et palustres. La Convention de Ramsar a adopté une classification de types de zones humides qui comprend 42 types, mais qui sont quand même groupés en 3 catégories: zones humides marines et côtières, zones humides continentales et zones humides artificielles, pour avoir plus de caractérisation. Alors, pourquoi les zones humides sont importantes et pourquoi il faut les protéger et les étudier? Parce qu'ils sont source de multiples bienfaits, fournissent de multiples services utiles aux équilibres naturels et aux activités humaines. La rétention des eaux en période d'inondation, la préservation de la ressource en eau en période de sécheresse, l'épuration de l'eau, et en particulier de celles qui sont relatives à l'agriculture, l'azote, le phosphore, la limitation de l'érosion de sol, le stockage du carbone, la régulation climatique, la fourniture de ressources naturelles et, comme j'ai déjà dit, réservoir de biodiversité. La Convention de Ramsar, c'est vraiment la convention cadre plus importante sur les zones humides. C'est un traité intergouvernemental qui sert de cadre soit pour l'action nationale que la coopération internationale. Alors, c'est bien de se rappeler que la convention a été adoptée dans la ville iranienne de Ramsar, chose que bien évidemment fait honneur à nos amis et collègues euh, qui sont en Iran et qui nous écoutent. Et ça a été adopté en 1971. Il est rentré en vigueur en 1975. Et depuis là, près de 90% des États membres des Nations Unies sont rentrés, ils sont partie contractante de cette convention. Alors, une chose qu'il faut quand même comprendre, c'est que bon, il y a des zones humides partout dans le monde, mais elles ne sont pas toutes sites Ramsar. Pour être un site Ramsar, il faut une désignation de zones humides d'importance internationale. Et il doit être inscrit officiellement sur la liste de la Convention par un des États membres contractants, partie de la Convention. Et bien évidemment, ce site Ramsar doit répondre à un ensemble de critères fixes et égaux pour tout le monde, tels par exemple que la présence d'espèces vulnérables et de biodiversité spécifique. Alors, juste il y a une semaine, on a pu voir qu'à la COP 29 en Azerbaïdjan, les zones humides ont pris une place de plus en plus importante parce que justement, on croit, on pense qu'ils peuvent permettre de relever le défi du changement climatique. Une chose importante aussi, c'est qu'on progresse dans la coopération à la gestion de ressources en eau et notamment, il y a de plus en plus de zones humides transfrontières, de plus en plus de parties contractantes de la Convention coopèrent pour une gestion partagée de leurs zones humides transfrontières. Il s'agit de zones humides écologiquement cohérentes qui s'étendent de part et d'autre de frontières nationales et qui sont gérées en collaboration par les autorités des pays concernés. France, Iran, on va voir. Alors oui, la France a depuis 1986 56 sites Ramsar. En Iran, il y en a 26. Et la dernière à rentrer dans la convention de Ramsar en Iran, c'est de cette année, du 31 janvier. La République islamique d'Iran a désigné Bar Malvan comme sa 26e zone humide d'importance internationale. C'est une site Ramsar qui se trouve à proximité de la zone de conservation et réserve forestière de Tang Sulak, entourée par la chaîne de Monts Zagros. Et c'est vraiment une richesse de biodiversité. Près de 170 espèces animales et végétales ont été recensées sur le site.
Une chose importante, c'est que les communautés locales peuvent prélever du forage et du poison sur le site et qu'en plus, un centre d'éducation et d'écotourisme a été également créé, géré par le ministère de l'Environnement. C'est-à-dire, c'est un exemple effectivement de comment voir et protéger des zones humides. Alors, beaucoup des écosystèmes humides dépendent des eaux souterraines. Je suis l'hydrogéologue, je ne pouvais pas ne pas mentionner cet aspect très, très, très important, souvent oublié. La gestion des eaux souterraines et la gestion des eaux humides doivent aller ensemble. Les écosystèmes humides dépendants des eaux souterraines assurent des services écosystémiques critiques et bien évidemment aident à la régulation des inondations et de la sécheresse. Les échanges avec les eaux souterraines sont très importants. Il peut s'agir de sources proprement dites dans le karst ou des fissures des massifs granitiques. Euh, dans plusieurs cas, l'alimentation souterraine provient de l'affleurement d'une nappe phréatique, chose qu'on voit souvent dans les vallées des grands cours d'eau. De la même façon, l'eau de surface de la zone humide peut recharger un aquifère plus ou moins profond. Ces échanges connaissent de fortes fluctuations au cours du temps, mais sont très importants. L'utilisation rationnelle de l'eau et des ressources en eau dans les zones humides est important, surtout dans les zones arides, où l'eau constitue souvent un facteur limitatif pour la santé de l'homme et l'écosystème. Évidemment, il convient de gérer les ressources en eau souterraines et de surface de façon intégrée, afin de garantir la durabilité des ressources en eau de surface et souterraines et celle des zones humides et de l'écosystème qui fournissent. L'UNESCO, bien évidemment, dans 2022 et 2023, sur ma responsabilité, a bien voulu créer des recommandations pour la gestion conjointe de l'eau de surface et l'eau souterraine et des zones humides, et la gestion de l'eau pour les zones humides. Et une chose qu'on verra dans une des présentations suivantes, bien évidemment, voir comment procéder à des solutions de gestion du territoire et des ressources en eau fondées sur la nature. Et ça, bien évidemment, aussi, c'est un des travaux que l'UNESCO a commencé déjà en 2018. Euh, la dérivation, le transfert et le captage des eaux de surface, le captage des eaux souterraines, la surexploitation des aquifères et d'autres interventions humaines dans le cycle de l'eau, ça va de soi, peuvent modifier les conditions hydrologiques au point que ces écosystèmes naturels humides peuvent se dégrader ou même disparaître. La protection et la conservation de ces écosystèmes nécessite une bonne compréhension de liens hydrogéologiques entre les différentes composantes du cycle de l'eau, comme l'ont révélé les études de terrain et le programme intergouvernemental hydrologique de l'UNESCO. Encore une fois, nous travaillons maintenant avec plusieurs agences des Nations Unies pour voir comment expliquer et mettre en œuvre et éduquer à des approches de gestion conjointe de l'eau. Il va un peu aussi au-delà de la gestion intégrée qui permettent de comprendre ces liens de manière appropriée. Dans ce contexte, évidemment, comme je disais, on appelle les solutions fondées par la nature. Euh, la gestion conjointe de ressources en eau souterraines et superficielles est fondamentale, comme je viens de dire, et il convient d'évaluer les impacts existants ou potentiels sur la zone humide ou sur l'aquifère. Ces impacts vont des changements climatiques mondiaux à la gestion locale du niveau d'eau d'une zone humide, la gestion, la gouvernance locale. Euh, la gouvernance, une mauvaise gouvernance peut altérer les liens entre les eaux souterraines et les eaux humides. Et en conséquence, c'est important de garantir une bonne recharge de la zone humide et voir comment la gestion intégrée des ressources en eau souterraines et superficielles peuvent se mettre en route.
La gestion intégrée exige bien évidemment une compréhension quantitative de l'hydrogéologie de la région, de la trajectoire, de la variabilité des entrées et sorties d'eau de la zone humide. Ceci au fond de pouvoir élaborer des stratégies d'exploitation de l'eau et de réduire au minimum les impacts, soit du changement climatique, soit d'une mauvaise gouvernance et gestion territoriale. Bon, le changement climatique, comme on sait, on le verra d'ailleurs, s'est traduit pour une augmentation des événements extrêmes météorologiques et les milieux humides peuvent participer à la prévention de ces risques naturels. Euh, Dernièrement, l'UNESCO, soit le programme pour le patrimoine mondial, soit le programme intergouvernemental de l'UNESCO, ont travaillé étroitement avec la convention Ramsar. Euh, il y a aussi des zones humides qui ont une importance pour l'avenir urbain durable. Cette année, le 2 février, quand les Nations Unies fêtent la Journée mondiale des zones humides, avait comme thème les zones humides et le bien-être humain, pour mettre en évidence le lien entre l'homme, la culture et la nature. Euh, Actuellement, près de 100 zones humides sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO et plus de 140 sites Ramsar s'échevauchent entièrement ou partiellement. Euh, Pourquoi aussi voir l'importance pour les zones urbaines? Parce que bien, on sait que la population mondiale va de plus en plus vivre dans des zones urbaines et on sait aussi que la population urbaine atteindra 6,3 milliards en 2050, 8 fois de plus qu'en 1950. Et alors que la part de la population mondiale urbaine va plus que doubler, le nombre des zones humides mondiales a déjà diminué du 64%. Les zones humides de la planète ont disparu depuis le début du siècle dernier. Dans la plupart des régions du monde, les zones humides continuent de régresser. C'est pour cela que c'est absolument important de voir comment gérer le territoire, les ressources en eau de surface et souterraines pour la protection de ces zones humides vitales pour l'humanité. Euh, Comme hydrogéologue, je ne peux pas terminer ma présentation et ma petite introduction sans parler, bien évidemment, aussi du Centre international sur le Kanat, la structure hydraulique historique que l'UNESCO a sous l'égide qui se trouve à Yazd. Pourquoi je dis ça? Parce que qu'est-ce que c'est les Kanats? Les Kanats sont un ouvrage hydraulique destiné à la captation d'une nappe d'eau souterraine et à l'adduction de l'eau vers l'extérieur. Il se compose d'un ensemble de puits verticaux reliés à une galerie de drainage légèrement en pente qui achemine l'eau vers des citernes ou une exsurgence. Et les canats constituent l'une des avancées techniques les plus importantes dans l'histoire de l'humanité, de l'irrigation et des eaux souterraines. Et les premières canats ont été creusées dans le nord-ouest du plateau iranien vers la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ. On a beaucoup à apprendre comment justement de l'histoire de l'humanité pouvoir continuer à avoir une gestion de l'environnement qui soit compatible avec la préservation des écosystèmes. Et bien évidemment, le ministère de la Transition écologique français a un dossier et un plan national pour le milieu humide 2022-2026 qui est bien évidemment clairement disponible sur le site du ministère. Et je termine ici ma présentation. J'espère qu'elle a été assez largement audible et pas trop compliquée. À ce point-là, je voudrais donner la parole pour la première présentation d'un de nos intervenants, Madame Aude Digraf Ahmed. Euh, Vous pouvez partager votre écran? Voilà.
Je pense que vous le voyez, c'est exact. Parfait. Parfait, Oui, merci. merci. Donc, je me présente, Aude Zingraf-Ahmed. Je suis maître de conférence à l'ENGES et associée au CNRS Live basé à Strasbourg. Et je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe pour l'invitation, l'organisation et également remercier tous les participants qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Je vais parler en ce qui me concerne des zones humides et de leur rôle dans la réduction des risques hydrométéorologiques. Donc, en basant cette présentation sur les solutions fondées sur la nature dites bleues, qui peuvent se différencier des solutions fondées sur la nature verte que l'on trouve le plus souvent en ville. Euh, alors, voilà. Donc, pour élément de contexte, le tout premier élément de contexte, hein, c'est naturellement le changement climatique. Le changement climatique est un élément qui devrait tous nous poser des préoccupations majeures concernant le développement de nos sociétés, de la biodiversité. Le changement climatique est un sujet très très important lorsqu'on traite des catastrophes naturelles parce qu'il est connu pour modifier la mosaïque des climats, modifier l'intensité et la fréquence des événements extrêmes, que ce soit les canicules, les sécheresses et les inondations. Le changement climatique en lui-même ne fait pas que perturber notre météo, on va dire, mais il perturbe également tout ce qui est dépendant de la météo. Et il y a une grosse partie de notre cycle hydrologique qui est dépendant de la météo et avec lui toutes les activités économiques comme l'agriculture, une grande partie des activités industrielles. Et le changement climatique est connu enfin, on prévoit qu'il va y avoir une diminution jusqu'à 19% de nos PIB d'ici à 25 ans. Et tout ceci serait lié très intimement avec les perturbations hydrologiques du cycle de l'eau en lien avec le changement climatique. Donc, effectivement, l'année dernière, les scientifiques nous ont informé, donc les hydrologues, météorologues nous ont informé que de par ces activités humaines, ou de par ces activités productrices de CO2, l'homme n'a pas seulement déstabilisé le climat, mais il a littéralement brisé le cycle de l'eau. Donc ça peut paraître une tournure un petit peu extrême de dire que l'on a brisé le cycle de l'eau. Ça signifie en réalité que le cycle de l'eau avec la formation des pluies, le mouvement des pluies et les mosaïques du climat qui résultent des pluies, de la distribution des pluies sur les terres, est complètement perturbé, changé, modifié, et il n'est plus possible pour nous d'avoir une économie qui dépendra du cycle de l'eau. Mais il est à savoir que le cycle de l'eau n'a pas été seulement perturbé par le changement climatique et les activités humaines qui l'ont engendré, mais également par les modifications hydromorphologiques des hydrosystèmes. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, donc là, nous voyons un inventaire qui a été réalisé par l'Agence environnementale européenne et qui nous montre que l'état écologique de nos masses d'eau est en réalité pas satisfaisant, car nous avons que 37% de nos masses d'eau qui sont été identifiées comme étant en bon état écologique. Donc, le bon état écologique contient différents paramètres, dont la qualité hydromorphologique. En effet, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites sur la qualité hydromorphologique de nos masses d'eau. Et par exemple, si l'on considère la continuité écologique, donc l'existence d'obstacles hein, au flux sur les rivières, on voit qu'en Europe, nous avons plus de 1 million de barrières. Donc ces barrières sont un obstacle non pas seulement à la migration des poissons, à la migration sédimentaire, mais également au flux de l'eau, créant des zones de rétention dans les territoires qui peuvent être source naturellement d'inondations. Euh,
Ces ouvrages hydromorphologiques, que sont les infrastructures dites grises, qui sont en fait le résultat d'ouvrages d'ingénierie, n'ont pas seulement un effet sur le risque d'inondation, mais également sur la sécurité en eau pour l'homme comme pour la biodiversité. Donc cette étude de 2010 nous a bien mis en avant que non seulement la biodiversité souffre de l'existence de ces ouvrages hydromorphologiques, mais également l'homme, car il met en danger sa propre sécurité d'accès en eau. À savoir que les modifications causées par l'homme des masses d'eau de surface, que ce soit des rivières, des zones humides, des lacs, elle atteint en Europe jusqu'à 40% de modifications au niveau des rivières. Et au niveau des zones humides, on estime que l'on a perdu en Europe environ 50 à 60% des zones humides depuis le XXe siècle, ce qui est énorme en réalité. Mais si on regarde la situation globale, à vrai dire, on n'est pas si mal logé en Europe, car nous voyons que les chiffres d'un point de vue global sont encore plus inquiétants. Euh, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi avons-nous modifié nos eaux de surface alors que les conséquences sont si intenses pour l'homme comme pour la biodiversité? Et là, il faut comprendre un élément de contexte, c'est que les rivières, tout comme les zones humides, toutes les eaux de surface délivrent des services écosystémiques, donc participent à notre développement économique et culturel, et que en réalité, sans ces eaux de surface, notre survie serait questionnée et notre développement économique et culturel serait fortement limité. Pour obtenir, ou du moins pour augmenter certains services écosystémiques, on a eu tendance à aménager à l'extrême ces masses d'eau de surface. Comme Dr Aurélie l'a signalé dans son introduction, il y a eu des détournements, il y a eu des constructions, des modifications qui ont été réalisées pour un développement principalement économique, sans soucier des impacts écologiques et sociétaux derrière ces aménagements. Si l'on regarde les chiffres à nouveau, on voit qu'il y a 70% de la population humaine qui vit à proximité d'une eau de surface. Donc ça veut dire que on est non seulement très dépendant, mais on est aussi très exposé au final aux fluctuations de ces eaux de surface. Comme l'a signalé Dr Aurélie dans son introduction, ces eaux de surface ne sont pas des éléments statiques, des éléments fixes. Ce sont des éléments qui changent avec le temps dans l'espace et qui peuvent gonfler, donc en provoquant des inondations, des crues, mais qui peuvent aussi perdre en moment d'étiage des fortes quantités d'eau. Donc, c'est un problème parce que non seulement les hommes vivent très très proches des masses d'eau de surface, mais de par leur installation en proximité des eaux de surface, ils ont modifié. Donc, ils ont modifié 80% des rivières, par exemple, ce qui est une conséquence très très importante si l'on considère que ces modifications mettent en danger la biodiversité, la sécurité en eau pour l'homme, mais également augmentent l'exposition au risque des inondations. Donc ça peut paraître un peu paradoxal parce qu'on a essayé avec les infrastructures grises en réalité de se protéger contre les inondations parce qu'on était dans une perception en fait des territoires qui était influencée par notre histoire qui nous a conduit très tôt à identifier les forteresses comme étant une structure de protection relativement efficace contre les envahisseurs, contre les animaux sauvages, etc. Et en fait, on a mis en place des infrastructures grises qui ressemblent à des forteresses, qui sont des murs, qui sont des constructions très hermétiques, pour nous protéger en réalité des masses d'eau, pour nous protéger des crues, mais qui nous a également séparés d'un grand nombre de services écosystémiques que délivraient ces masses d'eau, en appliquant en réalité une perception transposée de la protection contre des envahisseurs à l'eau, qui est définitivement pas le même genre d'éléments auquel on doit faire face.
Donc, si on le regarde, en réalité, les risques d'inondation, je pense qu'il est important de remettre à plat, en fait, que c'est l'un des plus grands risques naturels pour l'humanité. Nous sommes extrêmement vulnérables au risque d'inondation et c'est le risque naturel qui se reproduit, en réalité, le plus fréquemment. Nous avons, de par notre établissement à proximité des masses d'eau, surexposer nos habitats, nos villes au risque d'inondation. Et il faut savoir qu'un cinquième de la population mondiale vit à l'intérieur des zones inondables centennales. Donc, c'est quand même un risque très probable, surtout si on considère le changement climatique et l'on voit que, par exemple, en Allemagne, il y a eu la crue centennale 3 fois cette année. Donc, ça pose des questions de sécurité, non seulement des questions aussi économiques, parce qu'il y a une production industrielle assez importante, 12% de notre production, qui est réalisée dans ces zones inondables et ça représente une part importante de notre économie globale. Il est également à noter qu'une partie importante des dommages potentiels physiques, pas humains mais physiques, ne sont pas assurés, ce qui signifie qu'en cas de risque, ce sont des pertes pures. Pour vous rappeler ce qui s'est passé comme événement majeur, il y en a eu beaucoup, mais là j'en ai listé quelques-uns, ceux qui rentraient sur une slide, on va dire, de ce qui s'est passé juste en 2024. Donc si l'on voit cette liste, on se rend bien vite compte qu'en réalité il n'y a eu aucun mois qui a été épargné par une catastrophe hydrométéorologique qui a causé dans la plupart des cas des pertes humaines irremplaçables, hein, et des pertes économiques qui sont très lourdes pour les pays, notamment, je l'ai signalé avant, il n'y a même pas un quart de ces pertes qui sont assurées. Donc, on a vu, on est face à un risque existant, un risque grandissant. De par notre aménagement territorial, nous avons augmenté ce risque. De par nos activités économiques productrices de CO2, nous avons augmenté ce risque. Et les infrastructures grises que nous avions mis en place ne sont pas à nous protéger parce qu'elles sont statiques, elles ont été dimensionnées pour un risque passé et elles ont même localement tendance à augmenter les risques. Donc c'est là qu'on est à la recherche en réalité d'une nouvelle stratégie. Et la stratégie qui est venue se mettre en place, c'est la stratégie des solutions fondées sur la nature, qui, à l'inverse des solutions grises, permettent d'être bénéficiaires sur tous les rangs, c'est-à-dire sur les rangs économiques, sur les rangs de protection contre les inondations en offrant des solutions flexibles qui s'adaptent au climat, au territoire, et aussi des solutions qui sont bénéfiques à la biodiversité et à la cohésion sociale. Donc les solutions fondées sur la nature peuvent avoir différents visages. Je l'ai signalé tout au début de ma présentation. On connaît beaucoup les solutions fondées sur la nature en ville, avec notamment toutes les activités de verdissement sur les toits, dans les rues. Mais il est à savoir que la plupart en réalité de ces verdissements n'ont pas seulement pour objectif de diminuer les températures en ville, mais également d'absorber une grande partie des ruissellements. Ensuite, il y a des mesures qui sont peut-être moins connues, mais qui sont très efficaces et qui sont la restauration de rivières ou alors la restauration de zones humides. Donc ici, c'est une illustration avec des zones humides urbaines qui sont restaurées. Et sur l'image du dessous et sur l'image du dessus à droite, c'est une restauration des zones humides en milieu agricole. Ensuite, il peut avoir des activités à proximité des eaux de surface existantes, de manière à leur donner plus de place et à leur donner un habitat fonctionnel qui leur permettrait d'absorber davantage d'eau, de permettre aux eaux d'inondation d'être reçues sur des territoires non habités et également, dans le cas par exemple des zones humides côtières que sont les mangroves,
de briser la force des vagues lors des inondations, des submersions marines, ce qui est un avantage significatif parce que l'on sait que en milieu côtier comme en milieu alpin, si on prend par exemple la restauration des rivières et des ripisylves en milieu alpin, permettent, enfin les inondations en milieu alpin et en milieu côtier, leur premier pouvoir destructeur est en réalité la force motrice de l'eau qui détruit les biens économiques et qui transporte les personnes. Et ce n'est pas en réalité la hauteur d'eau en elle-même qui pose problème, mais bien sa force destructrice. Et si avec des mangroves ou alors avec une ripisyle, on arrive à briser cette force destructrice de l'hydraulique, hein, tout simplement, on va diminuer au moins de moitié nos pertes économiques et très probablement également humaines. Les solutions fondées sur la nature n'ont pas seulement un effet sur les risques naturels, comme par exemple le risque d'inondation, mais de par leurs caractéristiques naturelles de restauration des habitats, des fonctionnalités des écosystèmes, elles vont avoir des effets multiples sur l'ensemble des services écosystémiques délivrés par ces écosystèmes et va même les rétablir si jamais ils ont été perdus lors de modifications, par exemple, hydromorphologiques. Donc, si on étudie vraiment dans le détail et qu'on quantifie ces services écosystémiques, on se rend bien compte de la diversité des services écosystémiques. Donc, le graphique de droite qui a dû apparaître à votre écran montre en fait les services écosystémiques qui sont améliorés de par la mise en place de zones humides et ils s'additionnent au risque, à la diminution du risque de catastrophe naturelle. Donc on voit qu'il y a quand même des effets sur beaucoup de niveaux. Donc des niveaux de régulation. Donc on voit que les solutions fondées sur la nature ont un vrai pouvoir sur les services de régulation, mais également les services culturels. Ici, c'est un exemple pour montrer, voilà, un simple exemple des bienfaits annexes des solutions fondées sur la nature. Donc là, c'était une restauration de rivière qui était mise en place sur certains sites d'une même rivière. Et on voit que les espaces restaurés à gauche, qui sont illustrés en vert, ont une meilleure fixation du CO2 atmosphérique que les espaces non restaurés. Donc, ce n'était pas l'objectif de la mesure, mais l'effet est significatif pour le climat global. Les évaluations des performances ne sont pas seulement positives quand on considère les avis des scientifiques, mais également si on regarde quels sont les centres d'intérêt des acteurs et des preneurs de décision, on voit que en fait les solutions fondées sur la nature obtiennent des scores largement supérieurs aux solutions dites grises. Mais cependant, il est intéressant de dénoter que malgré le fait que les solutions fondées sur la nature satisfassent davantage les demandes des preneurs de décision que les solutions grises, il y a un doute persistant sur leur capacité à réduire les risques naturels. Donc, en conclusion de ma présentation, nous avons vu par cette présentation que les solutions fondées sur la nature sont des solutions qui sont performantes, qui sont efficaces aussi au niveau de la gestion des coûts, que les zones humides agissent comme des éponges dans les territoires permettant de réduire les risques hydrométéorologiques, que ce sont des solutions qui sont dites sans regret, car non seulement on réduit le risque, mais en même temps on améliore le climat global, la biodiversité et la cohésion sociale, mais que malheureusement, elles ne sont pas réalisées suffisamment au niveau des territoires. Merci de votre attention et je reste à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, Aude. Vraiment merci. Bah, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que l'UNESCO, bien évidemment, travaille sur cette thématique et nous avons plusieurs chaires UNESCO et centres UNESCO, notamment un en Pologne, euh, justement pour éduquer à, à la gestion des solutions pour la nature, avec la nature. Voilà. Euh, j'ai compris aussi que ma présentation n'a pas de filet. Alors, j'ai fait je viens de faire un PDF et je l'ai mis à disposition dans la chat.
tout le monde peut la prendre et voir et l'utiliser comme PDF. Oui, j'aurais quand même une petite question. Quelles sont les solutions fondées sur la nature le mieux et les moins acceptées, selon vous? Les solutions fondées sur la nature alors, si on prend celles qui sont le plus acceptées, le plus Oui, réalisées, oui. ce sont celles qui touchent la forêt. Donc, toutes les solutions fondées sur la nature qui touchent sur la forêt, donc la forêt pour retenir l'érosion notamment, pour limiter les risques d'avalanche, etc., sont particulièrement bien acceptées dans les politiques locales et sont réalisées même au niveau des privés, en réalité. Les solutions fondées sur la nature qui touchent les hydrosystèmes, comme par exemple les zones humides, sont ceux qui sont en comparaison relativement moins bien acceptés pour différentes raisons. Et parmi les solutions dites bleues, ce sont réellement celles touchant les zones humides qui sont le moins bien acceptées au niveau de la population comme au niveau des décideurs. Et selon vous, quels sont les freins sociétaux et est-ce qu'on observe des différences sociétales entre les pays vis-à-vis de l'acceptation de cette action, cette gestion? Alors merci beaucoup de cette question qui est très très intéressante parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a plusieurs freins qui ont été identifiés. Il y a des freins au niveau des lois, au niveau du cadre juridique, notamment pour les preneurs de décision, c'est un frein majeur parce que les infrastructures grises ont des standards reconnus par les systèmes d'assurance, alors que les solutions fondées sur la nature, leur efficacité n'est pas encore normée. Et du coup, en fait, si jamais il y a une catastrophe, c'est la responsabilité de l'élu qui est engagée, car on estime qu'il n'a pas mis en place des mesures qui sont normées, dont l'efficacité a été prouvée, même s'il y a eu des recherches, des modélisations et tout ça, et qu'on a montré que ces solutions étaient efficaces, il manque un système de backup derrière pour permettre aux élus d'appuyer leurs décisions face aux assurances. Ensuite, il y a un frein sociétal qui est dû à cette fausse perception de la nature, à savoir l'inondation vient des eaux de surface, donc c'est les eaux de surface le problème. Ce n'est pas le problème dans nos yeux, le fait que l'on a construit nos habitations trop proches des masses d'eau, que l'on n'a pas respecté les dynamiques environnementales, etc. Et comme je l'ai signalé, dans notre perception de la protection, une protection doit être massive, une protection doit avoir l'allure d'une forteresse, et du coup, on privilégie les infrastructures grises, et c'est vrai que la société civile a tendance à favoriser les infrastructures grises, notamment quand on parle de risques d'inondation. Si l'on parle d'autres risques naturels, comme par exemple les canicules urbaines ou ce genre de choses, là, il y a une acceptation assez forte pour le verdissement, pour les arbres, etc., parce qu'on ne perçoit pas les arbres comme étant un danger en soi. Cependant, les hydrosystèmes sont perçus comme un danger parce que c'est eux qui portent, qui ramènent l'eau. Les zones humides sont particulièrement perçues comme une zone à risque parce que non seulement ils ramènent de l'eau, mais en plus ils ramènent des moustiques, donc à toutes les maladies associées, toutes les maladies qui sont transportées par les moustiques. Et du coup, en fait, ils sont pratiquement l'ennemi à abattre numéro un lorsque on considère les risques. Euh, il est intéressant de dénoter que, par exemple, dans les pays plus du sud, du global sud, donc avec des échantillonnages qui ont été faits en Afrique subsaharienne de mon côté au niveau de mes recherches, on remarque que les personnes ayant un moins haut niveau d'éducation sont plus favorables aux solutions fondées sur la nature, ce qui est très 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 intéressant parce que ces études de la perception des solutions fondées sur la nature nous montrent que plus une personne est éduquée, plus elle va avoir confiance dans l'ingénierie
donc aux solutions dites grises, alors que les personnes qui sont à un moins haut niveau d'éducation, souvent ont des conditions socio-économiques plus faibles et voient dans les solutions fondées sur la nature une valeur ajoutée supplémentaire, qui est une zone de relaxation, mais également une zone de production d'aliments. Ben, heureusement, Aude, aux Nations Unies, on travaille de plus en plus justement pour ré- reconnecter les connaissances scientifiques avec celles qu'on appelle indigenous knowledge, c'est-à-dire les connaissances indigènes. Et c'est pour ça d'ailleurs que une connaissance de la nature primitive, enfin euh, naturelle, de certaines populations ruraux notamment, est beaucoup plus proche de solutions avec la nature que nos connaissances ingénieristiques. Vous avez parlé de droit et de loi. Et justement, toute la partie relative à la gestion des ressources un aspect très important dans le développement de la loi de l'eau, de loi de l'environnement, etc. Et c'est une très bonne introduction parce que comme ça, je pourrais donner la parole à Monsieur Ahmed Amin, qui est diplômé de droit maritime, qui est un juriste et directeur de IGREN Ispahan, qui nous présentera justement des connaissances relatives au droit de l'eau et le droit de l'eau en Iran national et à niveau international. Monsieur Amin, voilà, après votre présentation, si vous pouvez. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vous remercie de vous rejoindre. Je m'appelle Ahmed Amin, je suis diplômé en droit maritime du CDMON et également producteur et gestionnaire agricole à iGreen à Ispahan. Je suis profondément honoré de présenter ce webinaire qui porte sur un sujet crucial, les obligations légales de l'État iranien dans la gestion de la crise de l'eau à Ispahan. Avant de plonger dans les détails, je tiens à exprimer ma gratitude au professeur France Minard et professeur Cardillo et d'autres éminents professeurs du CDMO pour leur soutien, ainsi que Madame le docteur Alice Aurélie pour organiser cet événement. Alors, ma présentation Pour aborde la sur... partager, pour Oui, la partager d'abord. oui, oui, désolé, J'ai fait le même erreur. c'est bon? Moi, je la vois bien. Je ne sais pas si tout le monde la voit bien. Oui? OK. Oui, la crise de l'eau à Ispahan est une problématique majeure qui découle de la sécheresse persistante, de la mauvaise gestion des ressources hydriques et de la surexploitation. Assèchement du Zayan des routes est non seulement affecté agriculture et industrie, mais également entraîné des phénomènes tels que affaissement des sols, met en péril les monuments historiques et la vie quotidienne des habitants. Nous allons analyser comment les cadres juridiques nationaux et internationaux s'entrecroisent dans cette crise, évaluer les conséquences de la mauvaise gestion et du détournement de l'eau vers d'autres villes. Tout au long de cette présentation, je proposerai également des recommandations concrètes pour des réformes. Commençons par explorer le contexte historique et juridique des lois sur l'eau en Iran. Pour comprendre la gestion de l'eau en Iran, il est essentiel de regarder comment les lois sur l'eau ont évolué au fil du temps. Tout a commencé en 1925 avec les premières discussions législatives. Ensuite, le Code civil de 1928 a traité l'eau principalement comme une propriété privée, permettant à chacun d'en faire usage selon ses besoins, mais sans véritable contrôle. Un grand tournant a eu lieu avec la loi sur l'eau et sa nationalisation de 1968.
À partir de là, l'eau est devenue une ressource publique sous le contrôle de l'État. Cette loi visait à réguler l'accès à l'eau avec un système de licence, bien que son application n'ait pas été parfaite. Après la révolution islamique, la loi sur la répartition équitable de l'eau en 1982 a renforcé cette idée d'un bien commun géré pour l'intérêt collectif. Mais comme nous le verrons, elle a aussi hérité de faiblesses, notamment un manque de mécanismes pour en assurer l'application. Enfin, plus récemment, la loi Les puits non autorisés en 2010 a tenté de faire face à des défis modernes comme l'extraction illégale de l'eau en renforçant les réglementations. Ces lois montrent une transition importante. L'eau est passée d'une ressource privée à un bien public. Mais comme nous le verrons, cette centralisation n'a pas toujours résolu les problèmes de gestion et parfois même créé de nouveaux défis comme la crise actuelle à Isfahan. Regardons de plus près la loi de 1968 sur l'eau qui a marqué un tournant significatif. Elle a introduit la propriété étatique et établi un régime de licence pour l'utilisation de l'eau. Les articles 59, 60 et 61 imposaient des sanctions pour les violations, soulignant un effet dissuasif. Mais malgré ces avancées, la participation publique était minimale et l'application des lois incohérente. Il est intéressant de noter que bien que la loi visait à protéger les ressources en eau, sa mise en œuvre incomplète a conduit à davantage d'inégalités. Passons à la période post-révolutionnaire. La Constitution de 1979 a reconnu l'eau comme une richesse publique en perçant un fol. La loi sur la distribution équitable de l'eau de 1982 a également construit sur cette base en mettant l'accent sur l'intérêt public. Cependant, cette loi a également des problèmes tels qu'une application locale limitée et des dispositions juridiques obsolètes. Ces lacunes ont contribué à la crise actuelle à Ispahan. Maintenant, on va examiner les défis dans la gouvernance de l'eau. Plusieurs dispositions de la loi de 1968 ont été omises en 1982, affaiblissant les mécanismes d'application. Deuxièmement, la dissolution de la police de l'eau a laissé une lacune critique dans le suivi des ressources. Cette police existait avant la Révolution. Les politiques de tarification de l'eau ne reflètent pas sa véritable valeur économique, encourageant la surutilisation, malheureusement. Enfin, la centralisation des décisions exclut la participation communautaire, compliquant davantage la gestion des ressources. Ces défis soulignent le besoin urgent de réforme. En ce qui concerne les obligations juridiques internationales, je peux dire que les engagements internationaux de l'Iran en matière de droits de l'homme et plus précisément droits de l'eau est très important ici. L'Iran est partie à plusieurs traités internationaux qui implicitement et explicitement reconnaissent ce droit fondamental. Un exemple clé est le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce texte constitue un cadre juridique majeur en la matière. Maintenant, on va vers l'article 11. Il stipule les États partis reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement adéquat. Mais que signifie cela concrètement?
Cela implique que le droit à l'eau, bien qu'il ne soit pas nommé directement, est indispensable pour garantir son niveau de vie suffisant. Après tout, comment parler de conditions de vie adéquates sans accès à l'eau? L'article 12 va encore plus loin. Il affirme le droit de chacun de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Là encore, le lien avec l'eau est évident. L'accès à une eau propre et suffisante est une condition sine qua non pour protéger la santé. Un point fort du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est son observation générale numéro 15, qui, qui clarifie et élargit la compréhension du droit de l'eau. Elle définit ce droit comme le droit de chacun à une eau suffisante, salubre, acceptable, accessible et abordable pour un usage personnel et domestique. Remarquez bien ces adjectifs. Ils montrent que le droit à l'eau va au-delà de la simple disponibilité. Il s'agit aussi de qualité, d'acceptabilité et d'abordabilité. Qu'en est-il des obligations des États? Le pacte en identifie trois principales. D'abord, les gouvernements doivent s'abstenir d'interférer avec l'accès à l'eau. Deuxièmement, ils doivent prévenir toute atteinte au droit à l'eau par des tiers. Et enfin, les États doivent mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir pleinement ce droit. On constate que ces engagements internationaux ne sont pas seulement théoriques, ils posent des bases claires pour juger de la gestion de l'eau dans des contextes comme celui d'Ispan. Nous verrons comment ces principes s'appliquent ou parfois ne sont pas respectés dans la situation actuelle en Iran. Poursuivons notre exploration des engagements internationaux de l'Iran en matière de droits de l'homme en nous concentrant sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors, article 6 de cette pacte stipule que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Cette affirmation fondamentale souligne que chaque individu possède un droit intrinsèque à la vie qui doit être protégé par la loi. L'observation générale numéro 6 du Comité des droits de l'homme élargit cette notion en précisant que le droit à la vie ne doit pas être interprété de manière restrictive. Elle insiste sur la nécessité de mesures positives pour augmenter l'espérance de vie et réduire la mortalité infantile. Cela implique que les États doivent adopter des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie de leur population. Dans ce contexte, l'accès à une eau sûre et suffisante est essentiel pour soutenir la vie. Sans eau potable, la survie même des individus est compromise, ce qui constitue une atteinte directe au droit à la vie tel que défini par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Passons maintenant à la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette convention impose aux États parties l'obligation de combattre la maladie et la malnutrition en fournissant des aliments nourritifs adéquats et de l'eau potable. Refuser aux enfants l'accès à une eau salubre viole leur droit à la santé et au développement, compromettant ainsi leur bien-être et leur avenir. Enfin, on va vers la Convention de l'UNESCO de 1982 sur la protection du patrimoine culturel. Cette convention oblige les États à identifier, protéger, conserver et transmettre le patrimoine culturel et naturel aux générations futures. Les dommages aux sites historiques dus à une mauvaise gestion de l'eau
constitue une violation de ses obligations, menaçant la préservation de l'héritage culturel pour la génération à venir, principalement et malheureusement en raison de l'affaissement du train, qui est très sérieux à Ispahan. En résumé, je dois dire que ces instruments internationaux établissent clairement que l'accès à une eau potable et la protection des ressources culturelles et naturelles sont des composantes essentielles des droits de l'homme. L'Iran, en tant que l'État parti à ces traités, a l'obligation de respecter et de mettre en œuvre ces principes pour assurer le bien-être de sa population et la préservation de son patrimoine. Maintenant, on vient vers les répercussions de la mauvaise gestion. Les impacts environnementaux sont graves. Le dessèchement du fleuve Zayanderud a détruit les écosystèmes et augmenté la pollution de l'air. La surextraction des eaux souterraines a conduit à l'affaissement des terres, mettant en danger des vies et des infrastructures. Ces résultats ne sont pas seulement environnementaux, mais aussi sociaux et économiques. Comme vous voyez dans la photo, l'affaissement des terres n'est plus une menace. Un fait suscite depuis longtemps l'apport chez la population à Isfahan et aussi dans d'autres villes en Iran. Et aussi dans ma ville à Isfahan, on constate toujours l'affaissement des terres qui a affecté le monument historique à Isfahan et malheureusement, euh, l'État n'est pas très occupé pour pour ce problème très sérieux. En tant un citoyen qui habite à Ispahan, je constate tous les jours euh, le port, l'immigration obligatoire des gens à cause de l'affaissement du terre. Alors, pour aborder efficacement les défis actuels liés à la gestion de l'eau en Iran, il est impératif d'envisager des réformes structurelles. Ces réformes devraient se concentrer sur trois axes principaux. D'abord, combler les lacunes juridiques. Les lois existantes, souvent obsolètes, doivent être modernisées pour intégrer les avancées technologiques et répondre aux défis contemporains. Par exemple, la loi sur la répartition équitable de l'eau de 1982 pourrait bénéficier d'une révision pour refléter les réalités actuelles. Après, rétablissement des mécanismes d'application. Il est important de réinstaurer des garanties institutionnelles, telles que la police de l'eau, pour assurer le respect des réglementations et parvenir les abus. Deuxièmement, renforcement de la participation publique. Il faut quand même avoir des opinions euh, des agriculteurs, des opérateurs. En tant qu'un agriculteur, quelqu'un euh, qui est actif dans ce domaine, grâce à mon père qui est un agriculteur, je constate que les lois ne sont pas contraignantes, ne sont pas efficaces. Et on a besoin des opinions des peuples parce que les lois doivent d'abord être réalisées pour les besoins des peuples. Donc, leur participation est très importante dans ce domaine. Il est nécessaire de s'attaquer aux inefficacités bureaucratiques pour garantir une application équitable des politiques.
La transparence dans le processus décisionnel renforcera la confiance du public. Et troisièmement, réévaluation de la valorisation de l'eau. ITF. Mettre en œuvre une tarification de l'eau qui reflète sa véritable valeur économique et environnementale encouragera une utilisation plus responsable. Des études montrent que des prix réalistes peuvent réduire le gaspillage et financer des infrastructures durables. Enfin, considérons quelques solutions. Il faut moderniser le cadre juridique pour relever les défis actuels. Il faudrait rétablir la participation publique dans la gestion de l'eau. Il est essentiel d'investir dans des pratiques durables et des technologies de conservation de l'eau. Et enfin, il faudrait protéger le patrimoine culturel grâce à des mesures préventives et à la collaboration internationale. Ces étapes sont essentielles pour répondre à la crise actuelle et garantir la durabilité à long terme. Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Monsieur Amine. Euh, voilà, j'ai bien évidemment tout de suite à dire que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution en 2010 pour laquelle le droit à une eau potable, salubre et propre est un droit fondamental, essentiel, et un droit à la vie et de tout, c'est un droit de l'homme. Alors bon, l'accès à l'eau est un droit de l'homme, ça c'est fondamental, c'est acquis et c'est fort, c'est là. Mais celle que vous nous venez de expliquer, c'est malheureusement assez commun dans plusieurs pays du monde. Euh, le problème de tarification de l'eau n'est pas résolu ailleurs, dans plusieurs pays. Euh, c'est un débat ouvert. D'ailleurs, vous pouvez, pour pouvoir avoir une meilleure vision, si vous pouvez euh, arrêter le partage. Voilà. Euh, L'UNESCO, bien évidemment, travaille sur tout ce qui est les conséquences de la surexploitation des eaux souterraines, celle qu'on appelle land subsidence, c'est-à-dire l'affaissement des sols. L'UNESCO a un réseau international. Il y a des exemples qui sont catastrophiques. Bah, le cité Mexico City, la capitale, Mexico, est fortement impactée par, dans le centre, et tous ces monuments historiques qui sont fortement impactés dans le centre de la ville, justement pour un affaissement des sols. Ça fait des années qu'ils cherchent de gérer. Malheureusement, dans le passé, la surexploitation des nappes était tellement forte que maintenant c'est très compliqué. La même chose en Indonésie, dans la capitale, Jakarta, il y a des affaissements des sols de plusieurs mètres qui ont bien évidemment endommagé celle qui est le patrimoine mondial et les trésors monumentaux de cette ville. On se bat pour ça. Et bien évidemment, encore une fois, plusieurs exemples dans plusieurs régions, dans plusieurs pays, de manque de prise en compte de celle qui est la société civile, celle qui est la contribution à la gestion des ressources en eau et des espaces environnementaux, de celle qui est justement la politique de participation de la population est toujours un problème. Pourquoi? Ben, on n'est pas là justement, on n'a pas le temps ce soir. On a beaucoup de chemin à faire pour que on avance dans la transparence, on avance dans la compréhension que la gestion doit être les femmes, par exemple. Les femmes ont été complètement oubliées dans tout ce qui est la prise de décision pendant des siècles, chose qui est encore valable dans plusieurs pays, dans plusieurs régions du monde.
alors, bien évidemment, l'UNESCO a tout un programme sur les femmes et l'eau. La gestion de l'eau doit considérer la connaissance de femmes dans les zones rurales. C'est les femmes en Afrique subsaharienne, en Afrique australe, qui gèrent l'eau, qui récoltent l'eau, qui font des heures et des heures de marche pour pouvoir collecter une dizaine de litres d'eau. Voilà, tout ça, on est encore très loin. Aux Nations Unies et bien évidemment l'Académie de l'eau est bien consciente de tout ce problème et on travaille tous ensemble justement pour aller de l'avance. Ben voilà, je pense que c'est le moment de donner le mot à notre public. S'ils veulent participer, s'ils veulent mettre dans le chat des questions de façon à pouvoir, si possible, pour nous d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions aux intervenants, à moi-même? La gestion technique, c'est pas de mon ressort, mais je crois que, en effet, il y a la possibilité de mettre des questions dans le chat de façon à pouvoir, nous on peut les voir et à pouvoir répondre. Mais oui, alors, j'ai mis ma PowerPoint à disposition. Il est dans le chat, tout le monde peut la voir. Mais je peux pas, sans l'accord de Monsieur Amin et de Madame Zingra Famed, de mettre la leur. Il faudra qu'il la transforme en PDF, celle qui vient d'être présentée, et que de leur bon gré puissent la mettre dans le chat s'ils veulent la partager avec tout le monde. Je ne pourrais pas le faire moi-même, ça ne serait pas éthiquement correct. C'est à leur ressort de le faire. Euh, j'attends des questions. On peut attendre un tout petit peu. Sinon, après, je pourrais donner bien évidemment la parole à la professeure Cardil euh, pour, euh, euh, pour le dernier mot, une petite conclusion, une petite révision de celle qui a été dit. Euh, on attend encore quelques minutes. On a quand même pas mal de participants qui ont été très actifs. Je les ai vus dans le chat. Euh, mais je ne vois pas de questions spécifiques pour chacun ou pour un général. Non, Euh, non, je ne les vois pas. Je vois pas. Bon, voilà. Non, il y en a une de Zahra Vejdani. Comment on peut appliquer le savoir du passé? Voilà. Non, non, ils arrivent, ils arrivent. Comment, comment on peut appliquer le savoir du passé à la gestion de l'eau contemporaine? Aude, est-ce que vous voulez y répondre? Merci. Alors, le savoir du passé à la gestion de l'eau contemporaine, si on appliquait le savoir du passé à la gestion contemporaine, on s'épargnerait beaucoup de difficultés. Euh, Ce serait en réalité, en de nombreux aspects, quelque chose de bénéfique. Mais cependant, il faut bien là, différencier le savoir du passé parce que tout ce qui est hier appartient au passé. Et il y a un passé relativement proche, notamment tout ce qui s'est passé après les années 1920 dans le nord global, on va dire, dans la gestion de l'eau. Ce sont principalement des erreurs. Donc ça, c'est du passé, c'est du savoir passé, mais il faut pas reproduire. Donc, donc il faut regarder plus loin. Il faut regarder plus loin, il faut regarder l'époque où en fait il y avait une compréhension et ouais, une compréhension du système et un respect du système pour ce qu'il est. Certes une source de risque, mais également une source de bénéfice. Et j'avais eu l'honneur d'étudier justement les savoirs passés sur la American River, donc c'est la rivière
la rivière avec le plus gros filon d'or aux États-Unis. Donc c'est une rivière qui a été extrêmement exploitée par les colons. Et les colons ont fait toutes les erreurs possibles de l'époque, aussi en hydraulique, en construisant des digues, en détruisant les structures sédimentaires, en causant en réalité des inondations chaque année, parce qu'à chaque fois qu'ils mettaient en place des mesures, ça faisait que empirer le système. Et dans les documents historiques, il y avait les peuples natifs qui étaient dans la vallée de la American River, qui en fait euh, n'habitaient pas aussi proche de la rivière parce qu'ils savaient très bien déjà que la rivière allait déborder. Et pire que ça, en fait, ils allaient annoncer aux résidents colons que, au vu des événements climatiques, il y allait avoir une inondation dans les prochaines heures et qu'il fallait fuir. Et il y a eu des documentations de ça, et c'est très intéressant de voir justement en fait que les peuples natifs avaient une connaissance et une compréhension de leur environnement qui était largement supérieure aux avancées technologiques qu'avaient apporté les colons de l'époque. Et c'est vrai que ce sont des anecdotes peut-être, mais qui montrent en fait que le savoir passé, si on remonte suffisamment loin dans le passé, serait un savoir primordial pour adresser les risques hydrométéorologiques présents et futurs. Oui, Aude, je mettrais quand même un petit bémol étant moi-même un ingénieur. Euh, et tout le travail qu'on a fait à l'UNESCO, bien évidemment, aujourd'hui, c'est de chercher une compromis éthiquement viable entre l'ingénierie dure et les solutions pour la nature. Notre document de 2008, c'est un des premiers documents justement pour, pour expliquer l'importance des solutions pour la nature et avec la nature, nos travail sur les centres et les chaires qui apprennent quoi faire. Mais bien évidemment, on doit être très clair. La technologie est importante. S'il est respectueuse et fondamentale des connaissances scientifiques, qu'ils doivent de plus en plus être respectueuses de celle qui est la gestion de l'environnement et la protection de l'environnement. Comme vous avez dit, chose que plusieurs fois n'est pas le cas et n'a pas été fait suffisamment. Un exemple tout simple. L'ignorance est toujours une particularité de l'être humain. Toutes les aquifères côtiers de la Méditerranée ont été surexploités, mais dans les années 50, on ne connaissait pas le phénomène d'intrusion marine. Et voilà, la surexploitation des zones côtières a fait que l'eau de mer rentre et pollue de sel les aquifères côtiers qui sont les plus importants parce que toutes les populations de la Méditerranée vivent de plus en plus sur les zones côtières. Mais la technologie nous aide, c'est-à-dire on a cherché d'améliorer ce qu'il fait la nature, c'est-à-dire l'intrusion d'eau propre, d'eau de fois traitée, eau pluviale, ou améliorer l'infiltration de l'eau de pluie dans les aquifères, ce qu'on appelle la recharge artificielle, Management of Aquifer Recharge, la gestion de la recharge des aquifères. C'est une nouvelle espoir dans plusieurs pays du monde, comme en Australie. Ils ont déjà fait des progrès phénoménaux. Voilà, c'est-à-dire on avance pied par pied, à petit, et voilà, j'espère qu'on pourra améliorer notre connaissance bientôt. Je pense que c'est un point très intéressant que vous avez soulevé, hein, parce que il ne faudrait pas penser que les solutions fondées sur la nature sont une évolution naturelle des écosystèmes, dans le sens où en fait les solutions fondées sur la nature restent un environnement créé par l'homme
par des techniques d'ingénierie, par des modélisations hydromorphologiques, par des études de sites, etc. Et d'ailleurs, dans les solutions fondées sur la nature, on utilise souvent des végétaux qui, à l'heure actuelle, n'existent pas sur les sites, mais qui sont diagnostiqués ou pronostiqués comme étant plus résilients et vont permettre une adaptation rapide des territoires dans le cas du plus 3 degrés. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut effectivement souligner, que les solutions fondées sur la nature, au moment où elles ont fait leur entrée, il y a beaucoup de puristes écologiques alors je tiens à signaler, je suis aussi ingénieure, mais je suis ingénieure en aménagement des territoires. Et, euh, et en fait, les puristes écologiques ont critiqué les solutions fondées sur la nature en disant que, en réalité, ce n'étaient que des solutions hybrides. Donc ça, c'est juste pour la Je réflexion comprends, personnelle. oui. Mm. Absolument, absolument. Non, non, mais c'est important, c'est un débat et je pense on concorde tous sur cet aspect et c'est un débat ouvert. Mais comme je dis encore une fois, les Nations Unies, ils ont pris le dossier dans les mains, la FAO, l'UNESCO, l'UNEP, etc. Et on y travaille pour trouver justement cette nouvelle façon de comprendre la technique et la nature et de les faire fonctionner ensemble. Alors, les interventions seront publiées dans les actes de ce programme. C'est Monsieur Voisin qui nous le dit dans le chat. Les deux PowerPoint sont disponibles déjà dans le chat. Et bah voilà, je vous remercie tous. Nous tous, nous vous remercions. Monica, brièvement, la conclusion est à toi. Oui, merci beaucoup Alice et merci pour ce séminaire très riche, enrichissant en ce qui me concerne. Voilà, je retiens vraiment des points saillants sans revenir évidemment sur tout ce qui a été dit. D'abord, les définitions, c'est ce que je retiens, c'est ce qui j'ai beaucoup appris. Les définitions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une zone humide, c'est toujours important de le rappeler. De rappeler également que la définition des zones humides a été donnée dans le cadre d'une convention qui nous intéresse particulièrement, étant considérées bien les lieux, les zones hein, de notre réflexion France-Iran, donc l'Iran par la convention de Ramsar. Également des définitions techniques. Hein. Moi, je suis historienne du droit, donc les définitions techniques, je suis toujours un peu mal à l'aise, mais je m'efforce quand même de vous suivre et de vous comprendre. Donc, merci de ces apports. Également des définitions juridiques. Là, je suis beaucoup plus à l'aise. Hein. Merci beaucoup, Ahmed, avec eh bien ce récit justement historique et juridique hein, du droit de l'eau existant en Iran d'un point de vue non seulement international, mais également d'un point de vue national et beaucoup plus local avec les inquiétudes que vous soulevez à la fin. En fait, ce que je retiens, c'est un constat finalement du changement climatique qui peut affecter eh bien, ces zones qu'on inclut dans cette politique de lutte contre le changement climatique. Et ce qui est très intéressant, c'est cette idée s'intéresser certes aux zones humides, mais également aux zones humides transfrontières. Hein. Voilà, ce travail qui est fait au sein de l'UNESCO de dépasser les frontières et d'y inclure de plus en plus ces zones d'eau me semble très important car, à mon avis, lorsqu'on est dans un cadre de frontières, on est dans un cadre de dialogue, de conciliation et forcément de paix. Car pour gérer eh bien, une source qui peut être une source de tension et de conflit, il faut s'entendre, il faut se parler. Et donc, cette idée de pousser vers une gestion transfrontière, de s'intéresser eh bien, aux zones humides transfrontières, pour moi, encore une fois, est signe d'une volonté de dialogue de pays, des États différents. Également, eh bien, sur ce que je retiens, c'est évidemment les solutions. Enfin, c'est un constat qui inquiète au niveau national et international. Ce sont les solutions, ces solutions fondées sur la nature. Et je vous remercie beaucoup, Aude, Alice, de tout ce que vous venez de dire, car effectivement, il est important de dire et de rappeler qu'on est face à une nature qui est déjà altérée, modifiée par le fait de la technique forcément, par le fait de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par solution fondée par la nature? Donc, merci de rappeler cet aspect de cette idée d'hybridité finalement, hein, lorsqu'on parle de solutions fondées sur la nature.
Et également, je retiens, et je voulais le dire tout à l'heure, mais ça m'a échappé, que finalement, à la sortie de la COP 29, on inclut cette réflexion sur les zones transfrontières. Bon, je referme vite la parenthèse d'une chose que je voulais dire tout à l'heure. Également, une chose que je retiens, c'est le cadre juridique, encore une fois. C'est-à-dire, certes, ces conventions internationales sont importantes, mais comme vous l'avez tout à fait rappelé, elles s'appliquent aussi, elles sont finalement bien, appliquées, introduites au sein des systèmes nationaux par les États. Cela n'est pas toujours le cas, donc voilà, on est toujours en progression, en évolution, hein, dans l'avancement de la protection de l'eau au niveau international, notamment du droit à l'eau, hein, qui est défini comme un droit humain. Vous l'avez tout à fait rappelé, mais voilà, je voudrais terminer sur cette vision holistique, hein, de la gestion des eaux, qu'on soit dans un cadre local ou alors dans un cadre national ou dans un cadre international, c'est-à-dire cette idée d'inclure, hein, tous les parties prenantes, comme a été dit lors de la dernière intervention et rappelé dans vos débats, c'est-à-dire la société civile et aussi l'histoire, hein, c'est quelque chose qui a été rappelé et j'en suis particulièrement sensible. Hum, Cela a été dans les réponses qui ont été faites. Il faut aussi comprendre de quelle histoire on parle. Est-ce qu'on parle justement d'une technique introduite par un colonisateur? Est-ce qu'on parle d'une histoire ancienne et des savoirs ancestraux? Donc ça, c'est également important de le dire. Est-ce que ces savoirs ancestraux ont évolué du fait du lien et du dialogue et du contact avec une technique, on pourrait dire, entre guillemets, plus moderne? Et qu'en est-il aujourd'hui? Donc, ce sont toutes des questions qui demeurent ouvertes. Encore une fois, la voix de celui qui est le plus proche de l'utilisation de l'eau, comme a été rappelé à la fin, eh bien, voilà, c'est une voix peut-être criante, mais dans le silence, en ce qui concerne notamment le droit interne en Iran, il est important de considérer pour faire en sorte que, eh bien, Ahmed, vous l'avez dit, on parvient à une gestion de l'eau qui soit effective, hein, et qui ne soit pas tout simplement une gestion qui demeure cloisonnée dans des textes qui comment dire, ont une faiblesse, hein, en termes d'application. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement sans Merci, être dans la Monica. répétition. Et voilà, vous remercie encore pour vos trois présentations qui ont été absolument riches et qui, surtout, voilà, notre aspect important, se sont croisées finalement de manière assez naturelle et voilà, de manière interdisciplinaire. C'est ce qui est toujours très important de mettre en valeur dans ces rencontres internationales. Merci à tout le monde et à tous et à toutes. Et ben voilà, malheureusement, toutes les belles choses se terminent. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.